Bonjour, bienvenue à tous, bonsoir, j'espère que c'est à peu près fluide. On est sur un débrief un petit peu particulier aujourd'hui puisque je ne suis pas chez moi. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis un maillot de l'OL pour cacher les tableaux de l'hôtel. Je suis en direct du Cap-Vert au milieu de l'Atlantique, un peu comme les frappes de Mathéo cet été. On va débriefer ensemble ce triste match nul entre l'Olympique Lyonnais et le FC Nantes à la Beaujoire, un 0-0 un petit peu dégueulasse. Voilà, enfin tuto, comment niquer 2 heures de vacances, parce que j'étais pas sûr de faire ce... J'étais pas sûr que j'allais faire ce débrief. Coup de chance, le débit est suffisant, mon PC ne l'est pas, c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu saccadé. Si vous êtes sur YouTube, je m'en excuse, peut-être que je referai un débrief enregistré d'ici là. Évite de trop toucher la table, sinon on va gerber. En fait, le problème, c'est que la table, elle est bancale. On fait ce qu'on peut, les gars, on fait ce qu'on peut. Elle est bancale, comme le plan de jeu de l'Olympique Lyonnais, d'ailleurs. Non, on va débriefer ce 0-0. Ouais, quel enfer, quoi. Quel enfer, on n'en peut plus sortir une corde. Ouais, franchement, pas loin. Pas grand-chose à retenir de ce match dans le jeu, si ce n'est que les semaines passent et Laurent Blanc ne trouve toujours pas la clé. Toujours pas la clé, toujours un plan de jeu totalement soporifique, très prévisible, une absence totale d'étincelles. Il aura fallu attendre jusqu'à l'entrée de Ryan Cherki pour voir un petit peu de choses intéressantes. Et encore, qu'est-ce que tu caches? Ouais, tu m'étonnes. Force à ceux qui ont fait le déplacement. Ouais, bah comme d'hab, franchement, bon courage aux gars. Ça va être assez court, ce débrief de toute façon, puisque je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. On va commencer par le positif. Le positif, c'est la clean sheet. L'Olympique Lyonnais n'avait fait que 2 matchs sans encaisser de but jusqu'ici. Ça en fera 3. Voilà, bravo, super. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Beaucoup de déchets techniques. Et ça, je pense qu'il faudra y revenir assez rapidement. On est sur une équipe dont le niveau technique est absolument abyssal. Et bien qu'on va probablement charger un petit peu Laurent Blanc pour sa lecture du match, pour sa compo de base, il y a des choses dans cette équipe où on se dit... Problème de Prozac quand même. C'est ici la réunion du pré-saison, exactement. Sortez de la coupe. C'est juste que j'ai chaud, les gars. C'est juste qu'il fait chaud ici, donc j'ai juste chaud. C'est pas du gel ou de la gomina. Vu la première mi-temps, j'ai encore annoncé la frappe de Sissoko. Ouais, tu m'étonnes. Tout le monde rigole à la fin, tout le monde est content de sa petite bouse. Non, la conclusion des derniers matchs de l'OL. On a eu le match contre Clermont qui s'est soldé par une défaite. On a eu le match contre Metz qui était quand même relativement triste. Et ce match contre Nantes, je vous rappelle quand même, Nantes est en bas de tableau. Nantes, c'est une équipe qui souffre. Et jamais en 95 minutes, l'Olympique Lyonnais n'a été capable de mettre le pied sur l'accélérateur. Jamais on a senti une équipe en domination. Je vais vous montrer les stats de ce match. C'est Nantes. C'est Nantes qui s'en sort mieux que l'Olympique Lyonnais, puisque 61% de possession pour l'Olympique Lyonnais, super, plus de tirs côté nantais, alors moins de tirs cadrés, mais les vraies occasions de ce match, elles ont été côté nantais. Elles ont été côté nantais, malgré une très faible possession et malgré une équipe qui est quand même... Enfin, je ne vais pas manquer de respect à Nantes parce que c'est un club que j'aime beaucoup. C'est une équipe quand même très faible, Nantes, et c'est pas pour leur faire déshonneur, mais c'est une équipe qui est relativement faible et qui a été ce soir meilleure que l'Olympique Lyonnais, donc il y a quand même des questions à se poser. Le titre de ce live et le titre de probablement la rediff YouTube est un petit peu tapageur dans le sens où oui, aujourd'hui, quand on regarde le classement, est-ce que l'Olympique Lyonnais, qui rêvait d'Europe, qui rêvait de renaissance, ne joue finalement pas le maintien? C'est ça la question. Merci à Sogekon pour le Prime. On est sur une équipe absolument incapable de surclasser et donc même pas battre les concurrents au maintien. Là, on est en train de regarder... je suis en train de regarder... Oui, il y a but de Strasbourg. Oui. Ouais, donc voilà, je regarde Strasbourg qui est en très très bas de classement et qui est en train de prendre le dessus sur Lens, là, si je n'hallucine pas. Je suis en vacances avec ma meilleure amie qui est supportrice strasbourgeoise et qui est en train d'être toute excitée là. Demain, je me demande à mon médecin de l'exomile. Mais je pense cette équipe, elle a un problème mental, Elle a un vrai problème mental et on en avait déjà parlé, on en parlait souvent de ce problème. Il est psychologique, le problème à l'Olympique Lyonnais. L'effectif de l'Olympique Lyonnais est perfectible, mais il n'est pas
un niveau auquel on voudrait nous faire croire qu'il est. Ces joueurs-là n'ont pas la tête à l'endroit dans l'immense majorité d'entre eux. Mateusz Tété n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Maxence Cacré non plus. Castello Luqueba aujourd'hui fait un mauvais match, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. C'est un problème global d'état d'esprit et d'ambiance. J'ai vu Sofiane sur Twitter qui disait ce qu'on a déjà vu un club un Olympique Lyonnais qui sentait autant la mort, pas la déprime ou quoi que ce soit, la mort. Voilà, il faut des psychologues, effectivement. On va charger Laurent Blanc, puisque ça fait 3 mois, il a eu le temps de bosser, Laurent Blanc. On va lui laisser du temps, comme d'habitude. Mais avant de charger Laurent Blanc, il faut quand même se rendre compte que c'est dur, hein. C'est dur de faire quelque chose avec ces joueurs-là, hein. C'est dur, hein. Je pense vraiment que c'est très très dur. Maintenant, on va dire la même chose que ce qu'on disait sous Genesio, sous Garcia. C'est quand même le job du coach de créer un électrochoc. Et quand on change d'entraîneur en cours de saison et qu'on prend un entraîneur confirmé, un entraîneur avec un palmarès, un entraîneur avec une aura, il est censé pouvoir instaurer une sorte d'électrochoc et une sorte d'état d'esprit qui change un petit peu les mentalités. La plupart des clubs qui changent leur coach, c'est pas forcément des succès sur le long terme, mais c'est des succès à court terme parce qu'au moins ça change quelque chose dans le vestiaire. Et là, force est de constater que depuis l'arrivée de Laurent Blanc, il n'y a pas vraiment de changement notable dans l'état d'esprit et dans le comportement de cette équipe. Donc voilà, on va bien évidemment laisser du temps. On va pas appeler à la démission ou au licenciement de Laurent Blanc parce qu'on sait très bien que le problème est ailleurs, hein, de manière générale. Mais ça commence à être un petit peu inquiétant. J'ai noté pas mal de choses là, hein, pendant le match. J'étais, pour vous donner un peu le contexte, comme je vous ai dit, je suis en vacances au soleil, là, au milieu de l'Atlantique. J'ai interrompu ma séance de bronzage pour aller voir ce match au bar, le fameux sports bar de l'hôtel où je suis. Et j'ai perdu 2 heures de vacances. Donc je vais probablement reperdre 2 heures de vacances après le match contre Strasbourg. J'ai noté pas mal de choses. Vous voyez, j'ai fait les choses correctement, vous allez voir à l'écran, j'ai mis mes petites notes. J'ai noté, dans le premier truc que j'ai noté, on a sur des performances individuelles, le premier truc que j'ai noté, c'est la compo de base. La compo de base qui, moi, m'a un petit peu choqué. On sortait d'une prestation contre Metz qui était indigente, mais sur laquelle il y avait des choses positives à tirer, notamment Cherki, Barcola et Koumbedi. Koumbedi était titulaire ce soir, pas Cherki, pas Barcola. Alors Cherki, on peut expliquer ça par le fait qu'il a enchaîné 3 matchs et que ça fait peut-être beaucoup. Barcola, j'ai pas l'explication. Très honnêtement, l'équipe choisie ce soir par Laurent Blanc, c'était un 4-3-3 classique, avec au milieu de terrain 3 milieux, on va dire, à vocation défensive, hein, pour pas leur manquer de respect. Thiago Mendes, Cacré et Le Penant. Et méga surprise, aucun de ces 3 joueurs n'a été capable de prendre le jeu à son compte. Sur les ailes, on a retrouvé Toko Ekambi et Tété, dont ça fait bien 2 mois qu'ils sont tous les deux dans un concours de celui qui sera le plus nul sur le terrain. Et devant, on avait la Lacazette tout seul. Merci la Mag pour l'abonnement. Je vois pas trop, je suis désolé, j'ai qu'un seul écran donc je peux pas tout voir ce que vous faites, mais merci beaucoup à ceux qui s'abonnent. Si vous êtes sur YouTube, mettez les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Quel message t'envoie Barcola ce soir? Mais même à Cherki, voilà, on est sur beaucoup d'échecs ce soir. On est sur un échec de philosophie puisque ce 4-3-3 n'a pas fonctionné. On est sur un échec par rapport au message envoyé à l'effectif. On est quand même dans une optique de redynamiser un petit peu cet effectif, lui redonner un petit peu d'âme. Quel est le message envoyé quand on titularise Toko une énième fois malgré des performances abyssales, et même Tété, hein, Tété c'est le même constat. Quel est le message pour Le Penant qui a été complètement blacklisté ou presque depuis l'arrivée de Laurent Blanc, puis qui là est un peu balancé au feu, puis on sait pas trop pourquoi. Même le message pour Diomandé, alors Dejan Lovren, on en parlera après, puisqu'il a été plutôt pas mauvais ce soir, il faut dire les choses. Voilà, compo de base pas bonne, lecture du match encore une fois pas bonne, ça c'est une constante, hein, et Dieu sait qu'on va laisser du temps à Laurent Blanc, mais on a cette constante de la lecture du match qui n'est pas bonne. Beaucoup de temps perdu à attendre qu'il se passe quelque chose jusqu'à la 68e minute, les premiers changements, pour qu'enfin, on voit Tolisso et Cherki entrer dans ce marasme. Pourquoi fallait-il attendre 67 minutes avant d'agir sur cette rencontre? 67 minutes de bouillon. Je vous rappelle qu'à la mi-temps du match, Nantes était devant à 1,17 expected goals contre 0,14. C'est quand même vous dire à quel point l'OL a été inoffensif pendant plus de 60 minutes. Et les changements, bizarrement, quand Cherki rentre, ça n'a pas été parfait. On va désamorcer tout de suite.
C'est pas la meilleure rentrée de Cherki. Il a fait des meilleures entrées en jeu, il y a eu pas mal de déchets, pas mal de mauvais choix, mais il se passe des choses quand même. Alors là, il rentre sur une aile. Bizarrement, il est moins bon quand il rentre sur une aile. Mais qui aujourd'hui peut dire que Cherki, c'est moins intéressant dans cette rencontre que Tété ou Toko? Et j'ai du mal à comprendre la logique. Moi, je suis choqué, et je vais vous dire, hein, je pèse mes mots, je suis choqué par le fait que Barcola ne rentre pas. Barcola qui avait fait une excellente prestation contre Metz, on voit Tété et Toko qui sont en dessous de tout. Barcola, il amène ce grain de folie dont on a besoin, ce grain de folie dont le seul capable de l'amener sur cette rencontre, c'était Saïl Koumbedi. Koumbedi, il a 17 ans, c'est un bébé, il a quasiment aucun match en pro, et c'est lui le facteur X de cette équipe ce soir. C'est quand même révélateur, quoi. Merci Théo pour l'abonnement, merci beaucoup. Cacré en 10, à quel moment c'est une bonne idée? Ah bah ça, je vous pose la question les gars. Je vous pose la question, je ne sais pas. Je ne sais pas, y a un problème global de niveau sur certains joueurs, mais ça on le sait. Mais vous voyez bien que dans les autres clubs de Ligue 1, on n'hésite pas à faire tourner, on n'hésite pas à faire perdre les places aux titulaires qui ne sont pas au niveau, et on n'hésite pas à faire jouer des gens, des joueurs jeunes. Regardez les clubs de Ligue 1 tout autour de vous, là, y a des jeunes qui jouent, des très jeunes, des très très jeunes. Qu'est-ce qui aujourd'hui est meilleur entre, je sais pas, Thiago Mendes et Mohamed El Arouche? Alors vous allez me dire, ouais, Mohamed El Arouche, il a aucun match en pro, on sait pas ce que ça vaut et tout. Ouais, mais on sait ce que ça vaut Thiago Mendes. Et encore ce soir, c'est dur de taper sur Thiago Mendes parce qu'il est juste neutre. Il n'est pas mauvais, il est neutre. Il n'apporte rien de positif, mais il n'est pas foncièrement mauvais. Voilà, le constat global, c'est qu'il y a un constat d'échec qui se confirme match après match. L'Olympique Lyonnais avait l'opportunité sur cette rentrée après la Coupe du Monde de refaire son retard, notamment avec des matchs contre Clermont, des matchs contre Nantes, on va jouer Auxerre, on va jouer Troyes, enfin on va jouer des équipes qui sont en bas de tableau. Et l'OL n'en profite pas, l'OL a déjà perdu 4 points. 5 points, pardon, 3 points de perdus contre Clermont, 2 points de perdus contre Nantes. C'est trop, merci le Daps pour l'abonnement. C'est beaucoup trop si l'OL veut rêver d'une éventuelle Coupe d'Europe, et je vous parle pas de la grande, hein, je vous parle de la toute petite, je vous parle de la Conference League. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus les matchs s'enchaînent, plus le soulagement de cette saison, ce sera d'être à peu près certain que l'Olympique Lyonnais ne sera pas relégué. Vous allez dire que je fais du putassier, du tapageur, mais l'OL est plus proche de la relégation que de la Coupe d'Europe aujourd'hui. Donc je suis à peu près certain que l'Olympique Lyonnais ne descendra pas en Ligue 2. Mais la vérité, c'est que plus le temps passe, plus il faut regarder derrière, plus que de regarder devant. Voilà, donc la saison est déjà terminée. Non, elle n'est pas totalement terminée, mais disons que les motifs d'espoir de cette saison s'amenuisent de jour en jour. Voilà, on a parlé des 3 milieux défensifs à la compo de départ, on a parlé des changements tardifs, on a parlé de Laurent Blanc. Moi j'ai quand même le sentiment, et j'espère me tromper, qu'il est complètement paumé, Laurent Blanc. J'ai l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il fout là. Il y avait toujours cette question, cette double question au moment où Laurent Blanc est arrivé. Il y avait cette double question. Est-ce que Laurent Blanc n'est pas hors du temps? Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas entraîné un vrai club, hein, excusez-moi pour les clubs des Émirats. Et la deuxième question, c'était que valait Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset? Et la question se pose, puisque la lecture des matchs est pas bonne, la lecture des joueurs est pas bonne, le plan tactique est pas bon. Peut-être que ceux qui criaient à tout bout de champ que Laurent Blanc sans Jean-Louis Gasset, c'était un peu comme un poulet sans tête, peut-être avait-il raison, le temps nous le dira. Peut-être que Aurier avait raison, effectivement. Donc on verra, le temps nous le dira, on va laisser du temps comme on a laissé du temps à Peter Bosz, mais pour l'instant, l'apport de Laurent Blanc dans cet effectif, il n'est pas évident, hein. Je suis désolé, Dieu sait que je voulais pas garder Peter Bosz, parce que je pense qu'on était arrivé au bout de l'histoire avec Peter Bosz, mais je ne vois pas de plus-value incroyable avec l'arrivée de Laurent Blanc. Et on est sur un changement d'entraîneur en cours de saison, il doit y avoir une plus-value, sinon à quoi bon payer des indemnités de licenciement plus un nouveau gros salaire pour Laurent Blanc si on ne voit pas de plus-value? Aujourd'hui, qui est capable de me dire si comptablement, si même en termes de jeu, c'est mieux que Peter Bosz? C'est peut-être un tout petit peu mieux, notamment défensivement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Voilà pour le constat global. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais parler du niveau technique de ce match.
C'est dur, c'est dur. 95 minutes de ça, quoi. Et vous voyez, on peut espérer tout ce qu'on veut, hein. On peut espérer 10 victoires de l'OL sur les 10 prochains matchs, ça ne nous renverra pas à la réalité qui est que ce match entre Nantes et l'OL, c'est un match d'équipe qui joue le maintien sur le niveau de football intrinsèque. C'est un match de Ligue 2, et encore une fois, c'est pas faire déshonneur aux Nantais que de dire qu'ils n'ont pas été bons ce soir, parce qu'une bonne équipe ce soir est en mesure, je pense, de disposer de l'Olympique Lyonnais. Le niveau technique, waouh, le niveau technique. C'était long. J'étais avec ma pote là qui est à droite, qui à la 75e minute me sort ah putain, mais il reste encore un quart d'heure. Parce que c'était long. Et on attendait qu'une seule chose. Et on voyait les gin tonic qui défilaient là. On se disait, mais c'est interminable ce match. Donc voilà, enfin bref, c'est au-delà du fait qu'on gagne pas, il y a quand même une notion de plaisir qui est pas à oublier. On regarde le foot parce c'est un divertissement. On est quand même en train de regarder du foot pour prendre un peu de plaisir, pour apprécier ce qu'on voit, pour voir un petit peu de foot, un peu de spectacle, pour encourager notre équipe, mais pour voir un peu de spectacle. Là, moi, j'ai perdu 2 heures de ma vie. J'ai perdu 2 heures de mes vacances. J'aurais pu passer 2 heures au soleil sur mon transat tranquillement à boire des mojitos. Et j'ai préféré passer 2 heures devant un écran de la télé portugaise à regarder ça. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir perdu 2 heures de ma vie. Et chaque match qui continue, c'est 2 heures de perdu à chaque fois. Combien de temps ça va durer et combien de temps les gens qui vont au stade, qui sont ceux qui ramènent des sous à l'Olympique Lyonnais, vont continuer à aller au stade. On avait 40 000 contre Metz, si je dis pas, non, Metz il y avait un peu moins, c'était contre Clermont, il y avait 40 000 personnes. C'est quand même un vrai sujet, vous voyez ce que je veux dire ? C'est un vrai sujet, parce qu'on peut avoir des matchs de merde, mais où il se passe des choses. Là, c'est un match de merde où il se passe rien, quoi. T'as croisé Bruno Chéroux, bah j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien. Je suis plus diverti devant les chiffres et des lettres. Non, mais pour moi, c'est un vrai souci. C'est un vrai problème d'analyse qui est que il y a rien, et on sort du match et on est déprimé, et je pense que pour chaque match comme ça, enfin je veux dire, imaginez, vous êtes père de famille, on est samedi, voilà, on est samedi, vous choisissez sciemment d'emmener votre petite famille, vous emmenez vos enfants, vous allez avec votre femme, vous prenez votre voiture et vous payez 4 places en latéral pour aller voir Lyon-Strasbourg samedi, vous payez la place pour le parking, vous payez le OL Burger et je sais pas, vous passez au OL Store, vous achetez le grille-pain qui fait à 50 balles, et puis vous voyez cette merde, vous voyez OL Clermont, mais vous revenez plus jamais, quoi. Donc en fait, il y a quand même un vrai sujet là-dessus, un vrai sujet de long terme, qui est combien de personnes vont aller voir l'OL jouer, vont se dire mais je reviendrai plus jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Là, samedi, il y a OL Strasbourg, mais c'est la corvée. Et alors, je veux dire, moi, je suis pas à plaindre. Je veux dire, mon travail, c'est en partie d'aller regarder un match de l'OL et de vous en parler derrière. Donc, je suis pas à plaindre. Mais vraiment, là, quand il a fallu lever mon cul à 16h30 du Transat parce que fallait regarder l'OL, moi, je suis payé pour ça. moi, on me paye. Hein. Moi, Parion Sport, il donne les sous. Hein. Merci Parion Sport. Hein. Parion Sport, il donne les sous. Mais les gens normaux, ils vont en avoir marre. Ils vont en avoir marre. Ça va pas durer longtemps. Enfin, à un moment donné, la passion, elle a bon dos. Et John Textor, et notre ami John Textor, là, qui a mis 450 millions pour acheter le club, vous pensez pas qu'il va en avoir marre à un moment donné? Il doit voir les résultats, il doit voir le spectacle, il a quand même pas payé pour ça. Et ses copains, là, qui lui ont prêté de l'argent et pour lui dire ton club, il pue un peu la merde, là, on va jamais le revoir, notre argent. Bon, on verra bien. Merci Pompavelao pour l'abonnement. Il est où John? Bah j'espère qu'il était pas devant sa télé, hein, parce que putain, il va barre bien les boules. Hein. 1, 2, 3 par brise, t'en penses quoi de partenariat? C'est la com de l'OL. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez, un jour on fera un live sur la com de l'Olympique Lyonnais, mais disons que moi je suis 1, 2, 3 par brise, je mets du pognon et on m'accueille avec un vieux maillot pris en photo sur le stade. Enfin bref. Voilà à peu près sur le constat global. Sur les performances individuelles, on peut en parler quand je vais mettre le paint en place, mais j'ai peur que ça marche pas très bien. Quand même en sortir quelques-unes, parce qu'il faut parler de Tété. On va parler de Toko, mais en fait Toko ce soir, par rapport à Tété, il est même pas honteux. Vous voyez ce que je veux dire? Toko, moi je l'ai trouvé transparent ce soir, mais il y a pas vraiment de moment où je me suis dit putain il est trop nul Toko, et c'est déjà pas mal en vrai, c'est déjà pas mal. Par contre Tété ce soir, oh là là, Tété ce soir, oh la catastrophada. Tété et Toko, c'est la version 2.0 de Cornet Traoré, mais ils sont encore plus nuls et encore plus bêtes.
Et il y a quand même un problème, parce que c'est pas des mauvais joueurs. Même Toko, hein, je suis désolé, même Toko a quand même un bagage qui normalement, il perf ce joueur. Il perf pas tout le temps, mais il perf. Et Tété est arrivé plein de promesses, et là on en arrive au stade, on se dit putain, heureusement qu'on l'a pas acheté, parce que sinon ce serait un énième boulet. C'est les chicken wings, quoi. C'est 2 poulets sans tête sur les ailes, ils courent, on sait pas ce qu'ils font, ça jongle avec les pieds, mais pas de la bonne façon. Merci Oxide pour l'abonnement. Non, il y a un problème qui est inhérent à l'Olympique Lyonnais quand même. Il y a un problème qui est inhérent à l'Olympique Lyonnais. Et comment veut-on... J'ai vu un tweet, alors je change de sujet, enfin je change pas de sujet, mais j'ai vu un tweet récemment qui disait, genre je sais plus quel est l'auteur, mais je m'excuse, je me souviens plus, qui disait qu'il fallait peut-être arrêter avec les faux pieds sur les ailes. Parce qu'en ayant Toko d'un côté et Tété de l'autre, c'est 2 faux pieds, donc c'est 2 mecs qui sont condamnés à revenir sur leurs pieds et tenter des trucs improbables. Et si on mettait Toko à droite et Tété à gauche pour qu'au moins ils puissent courir sur leurs bons pieds et faire des centres, plutôt que de centrer avec la saucisse qui est leur pied faible, parce que Dieu sait que Toko est pas bon avec son pied faible, mais alors Tété c'est pas un pied faible qu'il a, hein, c'est une saucisse knacky, c'est terrible. À un moment donné, faut changer cette animation-là. Il faut essayer d'innover. On a eu une équipe qui avait tourné pas trop mal quand on avait testé du Aouar sur le côté, qu'on avait testé du Romain Fèvre, etc., etc. But de lance. Désolé, Edwige. Peut-être qu'il faut changer des choses, peut-être qu'il faut arrêter avec les 2 mecs qui repiquent sur l'aile, avec un Lacazette qui est condamné à toujours décrocher pour toucher des ballons. Je sais pas. En tout cas, il y a un problème tactique, ça c'est une certitude, et il y a un problème mental, on en a déjà parlé, et c'est des choses qu'il va falloir aborder. Moi, honnêtement, quand je vois la tronche de Lopez à la mi-temps, j'ai de la peine pour lui. J'ai vraiment de la peine pour Anthony Lopez. J'ai l'impression qu'Anthony Lopez, il est au bout du rouleau. Il est au bout du rouleau. Il fait un bon match ce soir en plus, Anthony Lopez. Il fait plein d'arrêts. Je crois qu'il fait 6 arrêts ce soir, 5 ou 6 arrêts. J'ai l'impression qu'il en a ras le cul, Anthony Lopez. J'ai l'impression qu'il veut juste partir. Là, peut-être qu'il veut me rejoindre au Cap-Vert. Là, en plus, il sera bien accueilli parce que c'est des Portugais. Ils l'adorent, Anthony Lopez. Oh, mais c'est un enfer, quoi. Au moins, Lopez s'ennuie pas. Ah bah, c'est sûr qu'il a pas dû s'ennuyer là. Ça, c'est clair. Mais il y a des actions où ça finit avec une frappe et Lopez qui capte le ballon, où j'ai l'impression que Lopez, il a envie d'en finir, quoi. Il a envie d'aller chercher une corde et un tabouret. C'est une catastrophe. Donc voilà, non, je sais pas quelles sont les solutions à cette équipe. Voilà, on a déjà fait, franchement, on a fait 20 minutes, 15 minutes sur ce match abyssal. Rendez-vous compte, 0-0. Je vais vous remettre les stats, hein, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte de la dinguerie. On est l'Olympique Lyonnais, 61% de possession, et c'est Nantes qui tire davantage au but que l'Olympique Lyonnais. 15 fautes, encore des fautes. Vous voyez, ça fait les statistiques, on leur fait dire ce qu'on veut, mais à chaque match, il y a une quantité de fautes et donc une quantité de déchets sans ballon de l'Olympique Lyonnais qui est dingue, qui est vraiment dingue. Alors, il n'y a pas 5 cartons jaunes, je me suis planté, j'ai inversé les cartons jaunes et les arrêts du gardien. Mais il y a 15 fautes, quoi. Il y a 15 fautes, 87% de passes réussies. Alors, vous voyez, on leur fait dire ce qu'on veut, les stats. 61% de possession, 87% de passes réussies. Wow, l'OL a dominé le match. C'est du tiki-kaka. Wow, incroyable. Alors qu'en fait, c'est juste une possession stérile. On va pas le blâmer outre mesure, mais Thiago Mendes, c'est... J'ai vu aussi sur Twitter Sofiane qui disait que Jordan Ferry serait le leader technique de cette équipe s'il était dans cette équipe. Et il a raison. Thiago Mendes, ce soir, fait du prime Jordan Ferry avec des passes qui vont à droite et à gauche, mais jamais devant. Cacré en 10, c'est pas son poste, on l'a déjà dit. Qu'est-ce que fout Cacré en 10, quoi? Quel intérêt de mettre Cacré en 10? Il n'a pas du tout les qualités pour jouer en 10. Il jouait 10 quand il était chez les jeunes parce qu'il était bien meilleur que tout le monde, mais il peut pas jouer 10. Et le Penant qui traîne sa peine, quoi. Merci Didi pour le prime. Aulas va pas démissionner. Oui, alors je vous rappelle les gars que Aulas a dit, si on termine une nouvelle fois 8e, j'aurais démissionné depuis bien longtemps. Jean-Michel, il va falloir tenir parole si ça continue comme ça, parce que la probabilité que l'Olympique Lyonnais finisse 8e est de plus en plus élevée. Alors vous allez me dire, il va dire « Ah non, on n'a pas fini 8e, on a fini 9e ». Alors je démissionne pas. Mais non, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc voilà, t'as pas de mouvement, pas de passe, le gars propose même pas de solution. Non, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Voilà pour le constat global de ce match. Je sais pas si on a tout dit. Devant, on peut s'appuyer que sur Cherki. Ouais, bah voilà. En fait,
on revient toujours au même constat. Moi, je suis un petit peu fatigué parce que tous les débriefs ont dit la même chose et c'est pas normal. Vous voyez, j'en ai marre de me répéter un petit peu. Tous les débriefs ont dit la même chose, il y a le même constat et rien ne change. Le débrief aujourd'hui, c'est la même thématique, c'est que les sources d'étincelles dans cette équipe, ce sont les jeunes. Et c'est pas normal, surtout avec un coach qui ne jure que par l'expérience, que les lumières soient apportées par les jeunes. Tagliafico ce soir, il est pas dedans. Voilà, il fait pas un bon match. Non, alors c'est pas vrai, puisque Lopez et Lovren ont été bons. Voilà, il faut dire les choses. Mais moi, quand je vois l'attitude et l'impact offensif de Saïd Koumbedi ce soir, je me dis, putain, il y a un vestiaire avec des mecs qui ont disputé la Coupe du Monde, des mecs qui ont disputé la Coupe d'Afrique des Nations, des mecs qui étaient titulaires dans des clubs qui ont disputé la Coupe d'Europe, parce que Mateusz Tété, c'est 31 matchs européens quand même, des mecs qui sont champions du monde, littéralement, et ils voient un petit mec de 17 ans qui se défonce et qui apporte beaucoup plus qu'eux, et ils ont pas honte. Ils ont pas honte. Aujourd'hui, t'es Toko, t'es Tété, t'es, je sais pas, t'es Tagliafico, tu vois Saïd Koumbedi, t'as pas honte. T'as pas honte quand même, bordel. C'est pas normal que ce soit Saïd Koumbedi le meilleur joueur du match. C'est fou. Donc bon, Tagliafico pas bon quand il a Toko devant lui. Alors c'est encore pire que ça, Tagliafico. C'est encore pire que ça parce que j'ai l'impression, et c'est pas pour le dédouaner parce que je pense qu'il fait pas un bon match ce soir, Tagliafico, ce soir, vous remarquerez dans son placement que quand on est en phase offensive, il vient en milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il prend même pas l'aile. C'est-à-dire que je pense qu'il a abandonné l'idée que Toko joue avec lui sur l'aile. Du coup, il va se placer à côté de Le Penant au milieu de terrain. Ce qui n'est pas un problème dans l'absolu parce que ça donne des solutions intéressantes. Mais j'ai l'impression que Tagliafico, quand il y a Toko devant lui, il dit non, ça sert à rien. De toute façon, il va pas me passer la balle, mon copain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je pense qu'on a fait le tour sur le constat global de ce match. On va passer, si vous le voulez bien, aux notes. Alors, il faut que vous me disiez si ça fonctionne. Normalement, si je fais ça, ça devrait marcher. Je vais checker le chat dans 10 secondes, pour que vous me disiez si ça marche. Normalement, quand je vais dessiner, là, ça devrait fonctionner. Alors, je suis pas sur mon PC, j'ai pas la bonne souris, donc peut-être que ça marchera moins bien. Là, c'est bon, vous le voyez, le terrain, il va se dessiner sous vos yeux. Voilà, non, je l'ai foiré. Hop, voilà, hop, on va essayer de le faire mieux. Merci pour l'abonnement, je peux pas voir ton pseudo. Oui, c'est bon, ça marche. Merci Xartium. Ok, ça fonctionne nickel. Et bah parfait. Franchement, c'est pas mal pour un débrief à la ZUB. Bon, par contre, je m'excuse, le terrain va être particulièrement moche parce que j'ai une souris que j'ai payé 3 € sur AliExpress il y a 2 ans. Donc c'est pas la souris gamer de la maison, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est, je pense, sur le pire terrain de l'histoire des terrains de foot, mais c'est pas grave. Alors nous avions ce soir sur le terrain Anthony Lopez, nous avions Castello Luqueba, vous voyez que c'est plus compliqué là déjà. Nous avions Dejan Lovren, on avait ici Saël Koumbedi, bon là j'ai l'impression d'être médecin quand même. C'est plus dur là déjà. Ici c'était Tagliafico. Hop. Ici c'était Thiago Mendes. C'est dur là. Là je souffre là. On va mettre Le Penant ici parce qu'il n'a pas été très offensif. Cacré. Toko. Ah, c'est dur avec une souris de merde quand même. Lacazette et Tété. Voilà. On est bien là ? La sandbox fonctionne. Non, la sandbox fonctionne pas. Non, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. J'ai pas la sandbox, j'ai pas le Stream Deck, j'ai pas grand-chose. Il faut que je rachète un PC portable. Je l'avais fait, le PC portable est arrivé cassé, donc j'ai dû le renvoyer. J'avais fait exprès, j'avais acheté une machine de guerre à 1700 balles pour pouvoir partir au Cap-Vert avec. Et malheureusement, le PC marchait pas. Docteur Charlie. Bon, on va commencer par Lopez. Pour commencer par le positif. Lopez qui fait un bon match ce soir, clean sheet quand même à mettre à son actif, 6 arrêts je crois. 6 arrêts, c'était plus un 4-3-3, oui et non. C'était un espèce de 4-3-3 avec un triangle au milieu. Lopez ce soir, on peut difficilement lui mettre en dessous de 6, je pense. Il n'y a pas des arrêts monumentaux à faire, il sort pas des parades de malade, mais on est bien content qu'il soit là quand même. Donc pour moi, c'est un 6,5 bien tassé. Je pense que c'est logique pour Lopez. Il n'y a pas de miracle, mais il est là quand il faut et c'est lui qui tient la baraque, donc je pense que 6,5 c'est bien pour lui.
Un face-à-face aussi avec Sissoko. C'est pas pour diminuer sa performance, mais le face-à-face avec Sissoko est quand même très très mal négocié par Sissoko. Mais bel arrêt, au demeurant, il faut quand même mettre à son actif le fait que 0 but encaissé par l'OL, c'est suffisamment rare pour être signalé. Donc 6,5. Voilà, on va commencer Koumbedi aussi pour le positif. Koumbedi, alors défensivement, toujours un petit peu léger, on le sait, mais offensivement, c'est intéressant quand même. Offensivement, c'est très intéressant, Koumbedi. On n'est pas sur un 7, je pense que vous êtes trop généreux. On est plus sur un 6, un 6,5, mais comme c'est Koumbedi, qu'il a 17 ans, et que c'est les encouragements du conseil de classe, en face de lui, effectivement, c'est très bien ce que tu dis, VGV, là. Il avait quand même Moses Simon en face de lui, qui n'est pas un pit. Moses Simon, c'est quand même pas n'importe quel joueur. On n'a pas vu Moses Simon, donc c'est quand même pas rien. Pas mal de fautes, oui, c'est vrai, Julien, pas mal de fautes, mais offensivement très intéressant et probablement l'un des joueurs les plus intéressants offensivement. Je pense que, en fait, c'est un 6,5 qu'on va transformer en 7 parce qu'il y a l'émotion et les encouragements. Dejan Lovren pour son retour avec l'Olympique Lyonnais. On l'attendait au tournant, on avait très très envie de se le faire, on va pas se mentir, compte tenu de ce qu'il avait dit en partant du club, compte tenu de beaucoup de choses. Et Dejan Lovren, il a livré une prestation plutôt solide. C'est lui qui a pris le lead sur la relance et ça a été plutôt intéressant. Lovren, bon match, clean sheet, aussi à mettre à son actif puisqu'il a été serein derrière. Faut dire les choses comme elles sont. Et c'est pour le coup, on manquait d'un joueur capable justement physiquement de tenir la baraque. Boateng devait être cette personne-là, il ne l'a jamais été. Diomandé, c'était un petit peu léger. Lovren a été bon dans les duels, bon de la tête, bon dans le jeu long. Voilà, donc c'est un très bon match de Lovren, c'est plutôt rassurant. Et bon, bah écoutez, pourvu que ça dure, Dejan Lovren, parce que c'est un bon match sportivement. Donc on va mettre 6,5. À l'inverse, de l'autre côté, Lukeba n'a pas été bon. Lukeba m'a semblé un petit peu léger aujourd'hui, des petites fautes un peu bêtes, pas forcément hyper rassurant Lukeba ce soir. Il faut savoir le dire aussi, c'est pas un bon match de Lukeba. Je suis pas certain que ce soit lui faire un cadeau que de le faire enchaîner autant Lukeba. Alors 4 c'est dur parce que ça reste une clean sheet. Je pense que ça vaut pas la moyenne, mais que c'est pas non plus l'enfer. On va mettre 4,5 à Lukeba. Effectivement, hein, si ça avait été Damien Da Silva, on aurait probablement mis 4 parce qu'on est comme ça, on note à l'émotion et à la tête. Mais voilà. Tagliafico, c'est un match moyen de Tagliafico. Et c'est pareil, Tagliafico, on est tellement habitué à ce que le référentiel soit élevé qu'on est très déçu quand il fait un match neutre. C'est pas un mauvais match de Tagliafico dans l'absolu. C'est juste un match fadasse. Et on a été habitué à ce que Tagliafico fasse pas des matchs fadasse. Donc c'est décevant de la part de Tagliafico, mais c'est pas un match qui vaut en dessous de la moyenne. C'est un match moyen. Donc il faut être un minimum objectif, même si on l'est pas souvent. Comme c'est Tagliafico, on aurait tendance à mettre 4,5, mais la vérité, c'est que le match de Tagliafico, il vaut 5, et on va lui mettre un 5. Loupé beaucoup en début de match. Oui, il fait une première mi-temps un peu compliquée, Tagliafico. J'ai peur, ouais, je suis d'accord avec toi, Pompavé là-haut. J'ai peur qu'à un moment donné, Tagliafico, physiquement, ça flanche. Et je pense que la Coupe du Monde va lui faire du mal là-dessus. Des bonnes percussions devant, mais on a vu mieux de sa part. Ouais, voilà, match un peu à la Emerson, c'est vrai. Le milieu de terrain, en fait, le problème du milieu de terrain, c'est qu'il a été extrêmement neutre, extrêmement insignifiant, j'oserais même dire. Thiago Mendes fait pas un mauvais match. Il a été presque intéressant dans l'orientation du jeu, mais il n'y a rien de flamboyant, il n'y a rien de foufou, Thiago Mendes. C'est un match moyen de Thiago Mendes. Non, 4, vous êtes dur quand même. 4, vous êtes dur. C'est un 5, c'est-à-dire que moi je ne l'ai pas vu faire de conneries, mais je ne l'ai pas vu faire de trucs très intéressants. Le Penant, je l'ai trouvé très discret, mais c'est encore une fois pareil, c'est-à-dire qu'il faut remettre le curseur au bon endroit pour le Penant, hein. On en attend peut-être beaucoup, mais c'est pas un match flamboyant de Le Penant. Pour moi, c'est pareil, c'est un 5. Je sais pas trop les noter, en fait, les deux, là. Cacré, on l'a pas mal vu. Cacré, il était dans une position de meneur de jeu, donc on l'a pas mal vu. Mais, ouais, les deux, pour moi, c'est un match fadasse. Un match fadasse, mais c'est un match fadasse qui se termine par un 0-0, donc on peut pas leur imputer des erreurs défensives qui coûtent un but. Mais c'est moyen, quoi, voilà. Enfin, c'est moyen. Cacré, j'ai envie d'être indulgent avec Cacré parce que c'est pas son poste et c'est pas la première fois. Et c'est là, du coup, moi je vais accuser et je vais charger blanc. On a déjà vu Cacré dans ce rôle-là sous Peter Bosz
Et du coup, pour le remettre dans ce rôle-là, c'est que Laurent Blanc a pas vu les matchs de l'OL sous Peter Bosz. Quel intérêt de mettre Cacré dans ce rôle-là? On le sait que c'est pas son rôle de prédilection, qu'il est un peu perdu parce qu'il sait pas se retourner face à la pression des défenseurs adverses. Du coup, voilà, c'est pas son poste. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi mettre Cacré dans ce rôle-là alors que Cherki a été si bon. Et je pense pas que Cherki demande du repos. Donc voilà, on a tous un peu rigolé quand Laurent Blanc a dit qu'il avait vu 2 matchs de l'Olympique Lyonnais, mais en fait il mentait pas, Laurent Blanc. Et surtout, effectivement, c'est ce que tu dis, Suarez, là dans le chat. Son point fort, c'est l'interception, il faut qu'il soit plus bas. Bien sûr, c'est du gâchis de mettre Cacré aussi haut, je pense. Donc, j'ai envie de mettre 4,5 parce que... j'ai envie de mettre 4,5. Voilà, c'est pas un... Dans un rôle de 10, de 8, 10, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On va arriver au chicken wings, au poulet sans tête, Toko Tété. Le moins bon des deux aujourd'hui, c'est Tété. Faut être lucide. Parce que Toko, on l'a très peu vu. Très peu vu. Il a été moyen, il a été lourdingue dans ses prises de balles, mais il n'est pas si nul que ça. Il est fadasse. Pour un joueur offensif, être fadasse, c'est rédhibitoire, donc on va mettre 3 à Karl Toko et Cambi, parce qu'il n'y a rien à retenir. Par contre, Tété, on l'a pas mal vu, Tété. Tété, on l'a vu avoir des bonnes occasions, des bonnes opportunités pour marquer. On l'a vu partir tout seul au but et se casser la gueule, Frédéric Piquillon contre la Saint-Etienne. Tété, c'est un match calamiteux. Je pense vraiment que c'est le pire match de Mateusz Tété avec l'Olympique Lyonnais, et le problème, c'est que chaque semaine qui passe nous offre le pire de Mateusz Tété. La roulade de Mateusz Tété, c'est grandiose. C'est 1,5 Tété ce soir. C'est 1,5. Je suis désolé, les gars. On a mis des 1,5 à Toko pour des matchs similaires. Donc, on a 1,5 à Tété, même si on a envie d'être plus indulgent avec Tété parce que c'est intrinsèquement, je pense, un meilleur joueur que Toko. Mais c'est calamiteux. Lacazette, j'ai du mal à charger Lacazette. Même si c'est pas un bon match de Lacazette. Parce que le pauvre, mon pauvre Alexandre, qu'est-ce que t'es venu faire là-dedans? Qu'est-ce que t'es venu faire dans ce bordel? Alors, c'est pas suffisant, Lacazette, effectivement. Mais c'est dur, Lacazette, tout seul, dans ce marasme. C'est dur, il a 2 débiles sur les côtés et un mec qui est milieu défensif qui doit lui donner des ballons derrière en numéro 10. C'est dur, Lacazette. Moi, j'ai de la peine pour lui. Donc, on va mettre 4, Lacazette, mais c'est généreux par rapport à son match. Mais c'est un 4 de pitié. Voilà. Enfin, au niveau des entrants, il n'y a rien à dire. Cherki, quand il rentre, il se passe quelque chose. C'est pas une bonne entrée en jeu de Cherki, c'est vrai. Beaucoup de déchets, pas mal de mauvais choix. Mais dans les 60 secondes qui suivent l'entrée de Cherki, il y a 2 occasions. Donc à partir de là, voilà. Moi, je suis prêt à pardonner tout à Ryan Cherki parce que au moins il essaye des trucs, au moins il se passe quelque chose, et au moins quand il est sur le terrain, je me dis s'il donne la baballe à Cherki, peut-être qu'on peut gagner le match. Voilà. L'entrée de Jeffrey Nedley, c'est trop tard et c'était anecdotique. L'entrée de Tolisso, j'ai pas senti de changement notable, si ce n'est quand même un petit peu plus d'équilibre, faut pas se mentir. Tolisso, on a l'impression qu'il sait à peu près ce qu'il fait, même si on attend un petit peu. Non, voilà, mais Cherki, c'est toujours pareil. On va répéter 15 fois les mêmes choses de toute façon. C'est toujours le même prisme. C'est-à-dire que Cherki, on n'est pas encore sur Prime De Bruyne, peut-être un jour. Mais par rapport à Dumb et Dumber là, sur les ailes, vous pouvez pas me dire que c'est pas mieux quand même. Voilà, donc on a fait les notes individuelles. Merci Rome pour l'abonnement. Faut parler de Laurent Blanc parce que... Je pense que c'est un vrai sujet, Laurent Blanc. Parce que, rappelez-vous, quand il arrive, Olas Fanfaron nous raconte que, grosso modo, c'est plus ou moins la faute de Juninho si Laurent Blanc n'est pas arrivé avant et que lui, il aurait préféré prendre Laurent Blanc, mais c'est Juninho qui a choisi Garcia. Moi, quand il est arrivé, Laurent Blanc, j'étais en train de me dire, bon... Ola, s'il veut son grand entraîneur avec un grand palmarès, il l'a, mais j'étais un peu perplexe quand même. Je me suis dit, bon, à défaut de mieux, on va prendre Laurent Blanc. Ça fait 3 mois, ça fait quand même 3 mois, on arrive mi-janvier, ça fait 3 mois, la Sunbox marche, visiblement. Il y a de la nonchalance chez Laurent Blanc, on le savait.
Rappelez-vous quand il y avait l'entretien d'embauche et qu'on avait eu les échos comme quoi Laurent Blanc il était venu en full détente et que Rudy Garcia avait très bien préparé son entretien d'embauche et du coup ils avaient pris Rudy Garcia. Il se trouve que factuellement Rudy Garcia avait beau être un mauvais entraîneur et je suis très content que l'OL l'ait dégagé parce que j'aime pas du tout Rudy Garcia. Rudy Garcia avait quand même travaillé des choses. On avait vu, c'était pas suffisant mais il y avait quand même une petite patte Garcia dans le jeu. Là, ça fait 3 mois. J'estime qu'en 3 mois, on devrait quand même voir un début de quelque chose d'autre. Et moi, je suis désolé, mais cette OL de Laurent Blanc, je vois l'OL de Peter Bosz, donc je vois pas de différence. Et je trouve que c'est problématique pour un entraîneur qu'on a pris pour ses qualités d'expérience de la Ligue 1. Il parle français, il est champion de France, il a été sélectionneur national. C'est pas un mec comme Peter Bosz qui est censé avoir besoin d'un temps d'adaptation. Vous voyez ce que je veux dire? Peter Bosz, on lui a laissé beaucoup de temps parce qu'il était néerlandais, il venait de l'Ajax, il parle français mais pas de ouf, il a des principes de jeu qui étaient très carrés. Bon, Laurent Blanc, c'est pas le mec le plus, dogmatique du football. Ça fait 3 mois, dont 1 mois et demi pour préparer quelque chose, et il n'y a toujours rien. Donc on va attendre, on va être intelligent. On va pas balancer Laurent Blanc par-dessus bord demain, et on va lui trouver toutes les circonstances atténuantes du monde, comme on les a trouvées à Peter Bosz. De voilà, la direction sportive, l'effectif, la dépression au sein de cet Olympique Lyonnais. Mais si Laurent Blanc n'arrive pas à faire quelque chose de cet effectif, c'est quoi la solution? On va prendre Vin Diesel pour les remotiver? Faut appeler qui? Faut appeler Pascal le grand frère ou Philippe Etchebest? Enfin, je sais pas, c'est quoi la solution? Enfin, voilà. Et puisque je vous vois là dans le chat, moi j'ai un autre problème avec ce club, et c'est un problème vraiment important. C'est qu'on est quand même sur une équipe qui est... j'ai même pas regardé le classement, je crois qu'on est 8 ou 9e là, de Ligue 1, peut-être même plus, je regarde même plus le classement. On est sur une équipe, un club qui a un directeur du football et un directeur sportif qu'on n'entend pas. Normalement, quand c'est la merde comme ça, il faut aller au front. Juninho allait au front. Aulas allait au front régulièrement avant. Mais là, c'est silence radio, là. Tout le monde s'en branle. Genre l'Olympique Lyonnais est 8e de Ligue 1, on est à 250 points de la 7e place, et personne ne parle. Le directeur du football, quelqu'un a des nouvelles de Vincent Ponceau? Parce que ça se trouve, je vais le croiser là sur la plage au Cap-Vert, hein, je sais pas. Bruno Chéroux, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Bruno Chéroux? Où est-il? Peut-être est-il au Rio Cabo Verde à l'hôtel d'à côté, je ne sais pas. Personne ne parle, c'est quand même dramatique. C'est quand même fou. C'est fou qu'il y ait une situation d'incendie au club et que personne ne parle. Les groupes de supporters commencent à réagir, personne ne parle, personne ne tire la sonnette d'alarme. On laisse Jean-Michel Aulas, qui est quand même un peu fatigué et qui en plus va passer la main d'ici 1, 2, 3 ans à d'autres personnes. Personne ne parle. Personne ne parle. Et je trouve ça sidérant. Je veux dire, il y a des clubs qui sont moins bordéliques que nous et dont les dirigeants parlent. Là, c'est quand même le pire Olympique Lyonnais qu'on ait vu depuis, je sais pas, 30 ans. Moi, en tout cas, depuis que je suis né, j'ai jamais vu un Olympique Lyonnais aussi nul. Et surtout, jamais vu un Olympique Lyonnais avec aussi peu de perspectives à court terme. Et personne ne parle. C'est fou que personne ne porte un peu ses baloches pour aller dire c'est la merde, on va faire ce qu'on peut. Non, c'est normal. Tout est normal. Voilà, donc tout est normal. L'Olympique Lyonnais perd contre Clermont à domicile, l'Olympique Lyonnais n'arrive pas à battre Nantes, l'Olympique Lyonnais est 9e de Ligue 1, ou 8e de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a quasiment aucune chance d'être européen la saison prochaine pour la 2e ou 3e année consécutive, et personne ne parle, personne ne prend ses responsabilités dans ce club. On fait comme si tout allait bien, parce que tout va bien, on a eu 40 millions d'augmentation de capital, enfin vous l'avez vu celle-là, hein, la petite douille là, qui est passée tranquillou, un peu comme la réforme des retraites. Ah non les gars, vous vous rappelez les 40 millions là pour le mercato? Eh ben en fait on les avait comptés cet été, du coup ce sera pas 40 millions. Ah putain les cons, on a oublié de vous dire. Ah non, vous avez mal compris, hein. Il n'y aura pas 40 millions pour le mercato parce qu'on a payé les primes de Lacazette, on a payé les primes de Tolisso, puis on a même payé la prolongation de Cacré qui avait lieu en mai avant même que John Textor soit en négociation exclusive. Donc non, il n'y aura pas 40 millions pour le mercato. Dejan Lovren c'est bien, hein. Et il faut pas trop en demander quand même, Dejan Lovren c'est bien. Il y a un mutisme dans ce club, de genre on va faire comme si tout allait bien, et en plus on se fout de la gueule des supporters, et personne n'y rien. Bon, bah écoutez, voilà. Voilà,
Je pense que tout a été dit. On va faire un débrief un peu plus court que d'habitude, puisque de toute façon, le matos, c'est pas au niveau pour faire un vrai gros débrief. On va passer sur le Jurigno, si vous le voulez bien. Alors, il va falloir que je réussisse à le mettre en place. Et ça risque de faire ramer un petit peu le PC, parce que le PC est fatigué, là. Le PC est un petit peu fatigué. Alors, normalement, si je fais ça, ça doit s'afficher. Voilà, le Jurigno. Je vous rappelle le règlement du Jurigno. Vous notez 5 joueurs, de -5 à +5. Le but, c'est de noter les joueurs qui ont le plus d'impact sur la rencontre. Je peux pas poster le lien, puisque visiblement OBS ne marche pas non plus, donc je vous laisse les modos, s'il y en a un dans le coin, le poster. De toute façon, c'est pas compliqué. C'est jeanfion.com/Jurigno. Vous tapez Jurigno sur Google, vous allez le trouver. Aujourd'hui, les positifs, ça semble assez logique. On va mettre Lopez, Koumbedi et Lovren, qui me semblent être les meilleurs joueurs de ce match. On va mettre +3 et +4. Et on va mettre les Chicken Wings en négatif. Tété et Toko, je pense que ça vaut bien un -5 chacun. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme disait ma mère. Voilà, ça me semble à peu près cohérent. On pourrait mettre